Et si on parlait un petit peu de la série Lock and Key disponible sur Netflix? Parce que bon, personnellement j'ai beaucoup aimé et qu'entre les anecdotes de projets, les différentes comparaisons avec les comics, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Mais exceptionnellement, ne tournons pas autour du pot et rentrons dans le vif du sujet. Il n'y aura pas de spoiler au début de la vidéo, ça arrivera plus tard, mais je vous préviendrai en temps voulu. Bref, commençons. Tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, Lock and Key est la toute base, c'est une série de comics écrite par Joe Hill, fils de l'écrivain Stephen King, et dessinée par Gabriel Rodriguez. Au total, 6 comics sont sortis entre 2008 et 2014, date US. Et vous imaginez donc bien que ça fait déjà depuis très longtemps que des studios s'intéressent à en faire une adaptation. A l'origine, c'est la chaîne américaine Fox qui s'y intéresse et qui lance le développement d'un pilote qui a même été diffusé au Comic-Con de San Diego. Certains chanceux ont donc pu le découvrir. En 2014, il semblerait même qu'Universal s'y intéresse et annonce une trilogie pour le cinéma, mais là pour le coup on n'a plus jamais eu d'informations. Autant dire que ça a été abandonné. Bref, parce que bon, c'est pas terminé, au final la Fox, pas vraiment convaincue des retours, lâche le projet. Et c'est le service de streaming américain Hulu qui récupère la licence. Il donne ainsi carte blanche à Carlton Cuse avec Joe Hill pour le développement. Et le pilote devait être réalisé par Scott Derrickson, réal du premier Doctor Strange. Très vite d'ailleurs remplacé par Andy Muschietti des films Ça pour des problèmes de planning. La série semble à ce moment-là enfin sur le point de sortir, sauf que patatras, Netflix récupère la franchise et propose de la repenser. Ce qui veut dire en langage simple de tout réécrire, changer pas mal le ton et aussi le casting. Même si pour l'anecdote, l'acteur de Bodylock, Jackson Robert Scott, est le seul à avoir été gardé du casting fait par Hulu. Voilà, à partir de maintenant pour la suite de la vidéo, je vais spoiler la première saison, mais aussi les 3 premiers comics qui racontent globalement la même histoire. Du coup, maintenant que vous êtes mis en garde, spoilons sévère. Ce qu'il faut comprendre par cette très longue introduction, mine de rien, c'est que la série a beaucoup changé en plusieurs années de développement. Et alors que les premières versions s'annonçaient comme très proches des comics, la version de Netflix, elle, prend pas mal de liberté. On y reviendra au moment de faire des comparaisons. Les comics Lock and Key sont très sombres, très dark, violents et malsains. Dans une séance questions-réponses, il est révélé que la différence entre les pilotes d'Hulu et Fox et celle de la série Netflix se joue surtout là. C'est beaucoup plus sombre. La série par exemple d'Hulu aurait commencé directement comme dans le comics par le meurtre de Rendell. Posant directement le ton, ce serait une version plus violente et horrifique. A l'inverse, Netflix voulait une série dans la lignée de, je cite, Stranger Things, c'est-à-dire quelque chose de plus fantastique, de plus axé sur les enfants et aussi, même si là c'est moi qui le conclus, quelque chose de plus grand public. Une idée qui n'a apparemment pas dérangé très longtemps le co-showrunner qui a expliqué qu'il préférait penser au présent plutôt qu'au passé. De plus, la version d'Hulu aurait beaucoup plus mis l'accent sur les adultes que sur les enfants, Netflix préférant se pencher majoritairement sur les enfants qui expérimentent la magie offerte par les clés. Précision au cas où, même s'il y a donc des libertés, le gros de l'histoire des comics reste la même que celle de la série. C'est sur d'autres points que ça change et justement on y arrive. Quelles sont les principales différences entre les comics et la série? On en a déjà parlé, mais le ton beaucoup plus sombre des comics, histoire donc de la rendre plus grand public. Mais aussi car certains événements des comics sont difficiles à retranscrire en série. Genre dans les comics, quand nos héros utilisent la clé de tête, leur tête s'ouvre littéralement en deux. À l'écran, ils ont plutôt préféré que l'on voit leur double et une porte, histoire de simuler leur esprit. Et concernant la violence, j'ai aussi l'exemple du second tome qui commence directement sur le personnage de Joe qui, menaçant les plans de Lucas, se fait abattre par ce dernier dans son bain. C'est genre assez sanglant et on en apprend un peu plus sur son passé, le fait qu'il a perdu l'amour de sa vie plus jeune et qu'il ne s'en est jamais réellement remis. La série, elle, expédie toute cette histoire et se résume par c'est sûrement un suicide vu qu'il est tout seul. De toute manière, nombreux sont les personnages à avoir été repensés. Finalement, seuls Tyler, Kinsey et Bodhi sont assez proches du matériel source. Par exemple, leur mère Nina est dans les comics beaucoup plus distante de la trame principale. Elle est toujours dépendante à l'alcool et a une relation tendue avec ses enfants. Alors que là, dans la série, elle est sobre depuis 6 ans, mène l'enquête sur son défunt mari et essaye, même si c'est un peu foiré, de s'approcher de ses enfants. Le tueur Sam est sinon lui encore plus un psychopathe dans les comics. Lors de son évasion, la famille est prévenue et un garde policière surveille la maison. Et c'est qu'après avoir tué pas mal de monde qu'il arrive. Alors que bon là, il débarque un peu par surprise, même si visiblement il a tué quelques personnes. Et aussi à l'inverse de la série, il ne change pas de camp dans les comics. On peut aussi donc parler du personnage de Duncan, qui dans la série ne sert pas à grand chose à part nous faire comprendre que tous ses souvenirs d'enfance ont été retirés pour le protéger, car il a vu et su des choses qui pouvaient le mettre en danger. Dans les comics, il a sa propre intrigue avec Dodge notamment, qui tente de lui soutirer des infos. Bon, je vais sauter les divers personnages secondaires, comme les autres élèves, sinon on n'a clairement pas terminé le jeu des 7 différences, mais on peut évoquer le cas de Ellie, qui est plus intéressant. Dans la série, on comprend qu'elle aide Lucas car elle a peur pour sa vie, plus ou moins ça. Et que si elle le sauve, c'est qu'elle avait espoir de le retrouver. Mais dans les comics, ça va bien plus loin, puisque Dodge, aka Lucas, implante carrément un peu de lui dans la tête d'Ellie, ce qui fait qu'elle soit si malléable, si je puis dire. En plus de ça, il abuse d'elle dans tous les sens. Et contrairement à la série, Ellie n'est pas jetée dans la porte Oméga, mais assassinée par Lucas. D'ailleurs, en parlant de Dodge et Lucas, dans les comics, on ne comprend pas directement qu'ils sont la même personne. C'est d'ailleurs une part de l'intrigue. Lucas va au lycée, il devient ami avec un certain Locke, et c'est comme ça qu'il s'approche d'eux.
Dans la série, ils ont opté pour que Gabe soit la surprise. Pour ceux qui n'auraient donc pas compris au cas où, avec l'aide donc de la clé d'identité, Dodge se change en Lucas et se change aussi en Gabe. Ce qui est au final un choix stratégique plutôt intelligent, Gabe étant maintenant en couple avec Kinsey, il pourra plus facilement surveiller l'ennemi. De plus, je rappelle que Dodge ou n'importe qui ne peut pas voler les clés directement au lock. Ces derniers doivent accepter de les donner, ce qui est sûrement plus facile si Kinsey a une confiance aveugle en son petit ami. D'ailleurs, il est évident que ça finira par arriver pendant la saison 2 et on y reviendra. Autre différence avec les comics, et pas des moindres, il me semble pas qu'un second démon sorte de la porte et s'empare d'un autre personnage. Ce qui signifie vraiment que la seconde saison abordera une intrigue encore plus différente, ce qui est pas forcément mauvais signe d'ailleurs. Ça permet pour ceux qui ont déjà lu les comics d'avoir une intrigue un poil différente. A savoir, et ça va peut-être en rassurer certains, mais Joe Hill et Gabriel Rodriguez, donc les créateurs des comics, sont apparemment impliqués dans toute modification de l'histoire. Bon, par impliqués, j'entends qu'ils ont donné leur approbation et qu'ils se rendaient souvent sur le tournage pour apporter leur soutien aux acteurs. Ils ont visiblement validé le fait que Kinsey par exemple supprime uniquement sa peur de sa tête, alors que dans les comics elle supprime aussi le chagrin pour éviter de pleurer. Et le monstre n'a pas la même apparence, mais ça à la limite on s'en fiche un peu. Mais la véritable grosse différence dans tout ça, quoique, ça concerne les clés. Dans la série, il y en a 12, en tout cas 12 de présentées. Mais dans les comics, 2 d'entre elles n'existent pas. La clé de feu par exemple, c'est une invention pour la série. Idem pour la clé de miroir, ça explique d'ailleurs en partie qu'on y fasse référence qu'au début de saison. A savoir, et ça on imagine que cela pourrait arriver pendant la saison 2, il reste encore des clés non présentées, comme la clé animal par exemple, qui comme son nom l'indique permet de se transformer en animal. Ouais, c'est un peu facile. Ou même la clé ange qui offre des ailes pour voler. Vous allez le voir, on va partir de plus en plus dans du what the fuck, avec notamment la clé des écureuils qui permet de contrôler les écureuils de Keyhouse. Oui, ça existe. La clé de décalage horaire qui, une fois introduite dans une vieille horloge, permet de remonter le temps pour observer et uniquement observer des événements passés. C'est plus ou moins ce qu'ils ont fait avec la clé de tête pour retrouver les souvenirs. La clé du philosophoscope qui permet d'observer quelqu'un et savoir s'il est digne de confiance. Avec Gabe, ça pourrait servir. La clé d'Hercule qui permet d'avoir une force surhumaine, elle doit être utilisée en la combinant avec un collier qui doit être porté, un peu comme la clé d'ombre qui nécessite une couronne. La clé géante qui nous transforme alors en géant. La clé ours en peluche qui permet de contrôler une armée d'ours en peluche. Ouais, ça part tellement plus loin. Et la clé bitée qui transforme une porte de Keyhouse en bouche géante prêt à dévorer n'importe qui. Et il y a aussi d'autres clés, oui évidemment, mais j'en parlerai pas pour garder la surprise. Le but de la vidéo n'est pas non plus de spoiler la suite des comics, et donc possiblement la suite de la série. Et vu les libertés que la série a prises, on peut quand même s'attendre à que la saison 2 invente de nouvelles clés et explore surtout les origines de cette dernière et de Keyhouse. Parce que ça au final ce serait extrêmement cool. On sait que de l'époque de leur père ils n'ont trouvé que 12 clés, ça ok. Mais ce serait peut-être l'occasion d'aller maintenant plus loin. N'oublions pas la grande bibliothèque qui cache peut-être des trésors. C'est totalement de la supposition. A savoir, et je vous l'ai vite fait dire au début, mais la saison 1 de Lock and Key retrace globalement les 3 premiers tomes des comics, les seuls que j'ai lus pour l'instant. Ce qui en laisse encore 3 pour une saison 2, voire plus, tout dépendra du succès, vous connaissez la chanson. Netflix au moment où j'écris et je sors cette vidéo n'a pas officiellement commandé une saison 2, en revanche on sait que les showrunners ont déjà commencé à travailler dessus, ce qui prouve une certaine confiance. Ça signifie qu'à moins un bid de l'espace, Netflix va bien renouveler. Après attention, vous attendez pas à voir la seconde saison en 2020, c'est très peu probable, faudra patienter au moins 2021. Mais il est clair que j'ai très hâte de voir ce que vont faire les 2 démons pour foutre le bordel. Car oui, je le précise au cas où, mais Eden est maintenant possédé par une entité démoniaque qui a pris la fuite pendant l'ouverture de la porte Oméga. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura possiblement appris des choses, surtout si vous ne connaissiez pas les comics, que je vous invite quand même à lire si vous avez l'occasion. Et n'hésitez surtout pas en commentaire à me faire vos théories parce que franchement je pense qu'il y a des trucs très cool à faire. Même si pour vite fait savoir ce qui se passe après dans les comics, ça part sacrément loin. Pensez à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.